bonsoir à tous, merci de finir le week-end avec nous. Voici les titres de ce dimanche 19 octobre. Le prince Albert II était dans l'Oise ce week-end pour se rendre dans 2 fiefs de la famille Grimaldi. Un séjour encore chargé de sens et d'histoire que nous racontera notre correspondante sur place. Clap de fin pour le e-rallye Monte-Carlo. La 30e édition s'est refermée hier soir. Nous reviendrons sur les temps forts et le classement de cette année. Les sapeurs-pompiers de Monaco, eux, n'étaient pas joignables hier. Ils recevaient leurs collègues français pour la 2e édition du Challenge Cord. Nos reporters les ont suivis avec attention. Dans ce journal également, nous parlerons santé avec 2 maladies chroniques qui ne touchent pas que les personnes âgées, l'arthrose et les rhumatismes inflammatoires. Le docteur Olivier Brock nous expliquera tout dans quelques minutes. Enfin, c'est en musique que nous refermerons ce journal. Hier s'est tenu le 4e et dernier concert du Festival d'Orgue à l'église Saint-Charles. Sur le thème de la Bretagne, nous y étions. C'est donc dans le département de l'Oise que le prince Albert II a passé son week-end. Il est allé y découvrir 2 des lieux marqués par l'histoire de la famille Grimaldi. Rejoignons notre correspondante Christina Petit-Thomel. Bonsoir Christina, un déplacement une fois encore chargé de sens pour le souverain. À Guiscard, petite commune située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France. Le souverain a été accueilli par le maire de la commune pour dévoiler la plaque marquant l'entrée de la ville dans le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Depuis le mariage de Louise d'Aumont en 1777 avec la famille Grimaldi, donc il y a un lien historique avec cet endroit où un privé a restauré l'orangerie du château, le seul prestige qui reste du château. C'est ici qu'a débuté l'histoire familiale qui relie Guiscard à Louise d'Aumont-Mazarin, ancêtre du prince souverain. Une filiation qui relie donc directement cette terre de l'Oise à la dynastie des Grimaldi. L'histoire de Monaco se mêle avec celle de la France et même par les familles, par les alliances que les princes de Monaco ont contractées avec des grandes familles françaises à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et Guiscard illustre parfaitement ces grandes alliances. Alors le point de contact, c'est le mariage en 1777 entre le futur prince Honoré IV et Louise d'Aumont-Mazarin. Quelques heures plus tard, le prince souverain inaugurait le nouveau centre culturel du village. J'ai vraiment un très grand plaisir à être ici à Guiscard, à être reçu par monsieur le maire, par tous les élus, puis par la population. Et c'est vrai que je m'étais engagé il y a 2 ans de venir et je suis très heureux d'avoir pu respecter cette promesse et cet engagement. Et puis d'avoir, je ne peux que remercier monsieur le maire et le conseil municipal d'avoir décidé de donner le nom de centre culturel Grimaldi à ce nouveau centre. Et ça me touche beaucoup et ça touche beaucoup ma famille aussi. Et je vous en remercie infiniment. Après cette douce parenthèse à Guiscard, le prince Albert II a pris la route de Chantilly et c'est au cœur du célèbre château que le souverain a été accueilli par Xavier d'Arcos, le chancelier de l'Institut français. Après avoir découvert la bâtisse, le souverain a pu inaugurer une exposition au sein du château consacrée à l'une de ses aïeules, Marie-Catherine de Brignoles-Salles, figure éclairée du XVIIIe siècle, mais quelque peu oubliée par l'histoire. Après une séparation avec le prince Honoré III, eh bien, elle a régné ici à Chantilly, elle avait un château pas très loin. C'était surtout une grande mécène des arts, de l'architecture, des jardins. Donc c'est toute cette histoire d'amour, d'amitié et d'art que nous allons raconter dans cette exposition qui ouvre aujourd'hui. Un destin assez particulier, puisque princesse de Monaco, princesse de Condé aussi, voilà, c'est un lien supplémentaire entre ce merveilleux lieu qu'est le château de Chantilly et ma famille et la principauté. Et donc c'est une histoire qui n'avait pas été très souvent racontée et qui trouve ici un écrin formidable. Et c'est ici, sous les ors du château de Chantilly, que s'est conclue cette visite princière en Picardie, une visite marquée une fois encore par de nouveaux échanges et par une amitié franco-monégasque toujours plus forte. Revenons à Monaco à présent, où s'est achevée hier soir la 30e édition du e-rallye Monte-Carlo, un événement où se mêlent rigueur, technologie et adrénaline sur un parcours plus qu'exigeant. Retour sur les moments forts, les stratégies gagnantes et bien sûr le nom du grand vainqueur de cette année avec Vanessa Dessy sur les images d'Alexandra Paolini. Dès l'aube, les routes sinueuses se sont éveillées au son feutré des moteurs électriques et jusqu'au dernier virage, le suspense est resté intact.
La 30e édition du e-rally Monte-Carlo s'est achevée dans un parfait équilibre entre précision et émotion. Sur un parcours exigeant, les équipages ont rivalisé d'audace et de maîtrise, prouvant que la performance et la passion peuvent rimer avec silence et technologie. On peut être mécontent de quelques résultats, peut-être que l'appareillage qui quelquefois nous a un peu trahis. En revanche, on ne peut être que très content d'avoir participé. Parce que cette organisation monégasque, l'Automobile Club, les commissaires, les responsables, nous ont offert un parcours sublime. Des étapes encore plus belles cette année et surtout un système de recharge qui était très facilitant. Au niveau des résultats, il y a eu des années meilleures, mais c'est pas le plus important ce soir. Ce soir, c'est vraiment d'avoir eu un grand plaisir et merci à l'Automobile Club, merci aux gens qui nous ont aidés aussi, la mairie et avec Fulvio, mon copilote, maire de Dolcia, quoi. On s'est vraiment régalé. Un très beau rallye, très sympa, c'est une première participation donc c'était tout nouveau. Mais on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Belle expérience. Belle expérience, ouais. À reproduire. Ouais, c'est ça. C'est particulier parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on prend quand même des risques, même si c'est de la régularité. Ouais. Les routes sont ouvertes, donc on peut rencontrer, pour notre part, une chèvre, un camping-car. Donc voilà, donc ça casse un petit peu la régularité, mais voilà, c'est le jeu. C'est bon, c'est pour le zapping. Non, c'est pour lui. Parce qu'il a crevé, je t'offre un cri. Le cri que d'or. Une crevaison, on a une spéciale, ça arrive de temps en temps en sport auto, sauf sur les nouvelles générations de voitures, il n'y a pas de roue de secours, donc on improvise un petit peu. Un appareil qui fonctionne mal une fois, mais je retiendrai surtout, on s'est bien amusé, des spéciales magnifiques. Le col des Champs et le col de la Couilleule, ça parlera sûrement, surtout la Couilleule pour les amateurs de rallye moderne ou historique, c'est des spéciales mythiques du rallye Monte-Carlo. Ça s'est globalement bien passé, même si on a eu des petits soucis techniques divers et variés, mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Mais sinon, les paysages étaient superbes et on s'est bien amusé. Ça fait 27 ans qu'on se connaît, si c'était pas bon l'ambiance, faudrait s'inquiéter. On se connaît depuis le collège. Donc on sait nos forces et nos faiblesses et c'est toujours la bonne ambiance. Ouais. Le e-rally Monte-Carlo a livré son verdict. Guérini, Prusac s'imposent avec brio après une bataille acharnée tout au long du parcours, maîtrisant chaque virage et exploitant au maximum la technologie de leur Kia e-Niro. Ils ont devancé leurs concurrents grâce à une stratégie sans faille et une régularité exemplaire. Encore sceptiques, les deux hommes savourent cette victoire qu'ils qualifient d'irréelle, tant la compétition a été serrée jusqu'au dernier kilomètre. Ancora non ho metabolizzato, quindi sono felicissimo perché è Monte Carlo, non è una gara qualsiasi. Quindi avanti così, no, è fantastico, devo ancora capire. Pas de difficultés particulières à part qu'on sentait le souffle de la concurrence dans notre dos, donc il y avait beaucoup de stress. Ça sera une première où un copilote et un pilote auront gagné plusieurs fois ce rallye, mais en inversant les rôles. Parce que j'ai déjà gagné en tant que pilote, lui en tant que copilote, et là on a inversé les rôles. Je crois que c'est une première, toute catégorie confondue. Entre performance, stratégie et passion, le e-rally Monte-Carlo confirme son statut de rendez-vous incontournable, promettant déjà de nouvelles émotions pour l'an prochain. Voilà, et si vous restez sur votre faim, notez que notre prochaine après-JT sera consacrée aux coulisses de ce 30e e-rally. Nous vous emmènerons en immersion dans la course, à la rencontre des pilotes et à la découverte des secrets de l'Automobile Club de Monaco. Tout un programme à ne pas manquer. Rendez-vous donc vendredi prochain sur Monaco Info. En football, du stress hier soir en 8e journée de Ligue 1. L'AS Monaco était reçu par l'équipe d'Angers. Match nul 1-1. C'était le premier de son entraîneur, Sébastien Pocognoli. Les Angevins n'ont pas lâché le morceau. Ce sont eux qui ont égalisé à la 85e minute. Mais ça s'arrêtera là. Les Monégasques restent 5e au classement face à leurs adversaires à 16e. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont sorti les muscles hier. Sous le chapiteau de Fontvieille, ils recevaient leurs confrères français pour la 2e édition du Challenge Cord. Un défi sportif où cohésion et dépassement de soi sont les maîtres mots. Sarah Inkari et Hugo Comassa n'en ont pas perdu une miette. Regardez. 52 équipes, 4 cordes de 5 mètres et un chrono à défier. Voilà le décor de ce challenge impressionnant. Le principe est simple, réaliser le plus grand nombre de montées dans le temps imparti. 12 minutes le matin et 8 l'après-midi. Le verdict
tombera en fin de journée après le cumul des 2 manches. Ce que l'on sait pour l'heure, c'est que la concurrence est rude. Les participants sont beaucoup plus nombreux cette année. C'est parti! Vu le succès de la première édition, nous avons quasiment 2 fois plus d'équipes, passant de 27 à 52 équipes de 5 personnes. Ils viennent majoritairement des unités militaires, brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon des marins-pompiers de Marseille, le camp militaire de Canchevers, l'unité d'instruction d'intervention de la sécurité civile de Brignoles et également tous nos collègues des pompiers civils, pompiers professionnels de France, Alpes, Hautes-Alpes, Bordeaux, l'Orléanais et bien sûr nos voisins du SDIS 06, les Alpes-Maritimes. Participer à ce défi ne s'improvise pas, les monégasques sont prêts. Il faut être très stratégique entre les grimpeurs qui grimpent le plus rapidement, ceux qui vont avoir un peu plus de difficultés, se relayer, etc. C'est une petite tactique à avoir, quoi. Sur nos gardes, tout au long de l'année, on essaye de faire des séances cordes, on essaye de s'entraîner en équipe pour voir où est-ce qu'on peut ajuster là où ça va pas. Et ne vous y méprenez pas, ce ne sont pas toujours les plus costauds qui s'imposent. Ce qu'on appelle les chats maigres, ils sont maigres mais ils grimpent très fort. Des femmes participent à cette 2e édition et c'est une première. Il faut dire que cet exercice fait partie intégrante de la formation. C'est un exercice qui nous permet de travailler plusieurs groupes musculaires. Travail de force, d'agilité, de coordination, de motricité. Et c'est vraiment des qualités qui sont essentielles au métier de sapeur-pompier dans le cadre de nos missions opérationnelles, notamment si on devait aller chercher quelqu'un, effectuer un sauvetage au moyen de l'échelle ou tout simplement s'engager dans des conditions de chaleur, de visibilité, des conditions qui sont assez hostiles. Sous les encouragements de leurs proches et sous le regard attentif du ministre d'État et du ministre de l'Intérieur, les 260 soldats du feu ont tout donné. C'est finalement l'équipe de la caserne Champigny-sur-Marne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui a remporté le Challenge Corde 2025 avec 221 montées. Les vainqueurs auront le plaisir de revenir en principauté en mai prochain pour assister au Grand Prix de F1. Ce n'est donc qu'un au revoir. Je vous propose maintenant d'ouvrir un chapitre santé pour évoquer des maladies chroniques qui touchent les jeunes comme les moins jeunes, l'arthrose et les rhumatismes inflammatoires, un sujet dont les complications sont parfois méconnues et qui était cette semaine au cœur de la 4e rencontre monégasque pour les rhumatismes inflammatoires. Pour nous aider à décrypter tout ça, le docteur Olivier Brock était l'invité de Sarah Inkari. Écoutez. Bonsoir docteur. Bonsoir Sarah. Qui sont les personnes touchées par les rhumatismes? Les jeunes comme les moins jeunes? D'ailleurs, il y a plusieurs types de rhumatismes et vous vous concentrez sur les rhumatismes inflammatoires, c'est ça? Expliquez-nous. Voilà, tout à fait. On se concentre actuellement sur les rhumatismes inflammatoires qui touchent les jeunes comme les moins jeunes, alors que l'arthrose, par exemple, touche préférentiellement les patients de plus de 40 ans. Donc là, aujourd'hui, on aborde les rhumatismes inflammatoires avec en particulier la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. Vous l'avez cité, l'arthrose, qu'est-ce qui différencie les rhumatismes de l'arthrose? Uniquement l'âge? Alors pas du tout, pas uniquement l'âge. L'arthrose, pour faire court, c'est une douleur articulaire qui va faire mal lorsqu'on fait un effort, alors que quand on se met au repos, on va mieux. Le rhumatisme inflammatoire, c'est un petit peu l'inverse. Il va y avoir des douleurs qui vont réveiller la nuit, qui vont se dérouiller le matin et qui vont s'améliorer à l'effort. Que ça soit pour la polyarthrite au niveau des mains ou la spondylarthrite au niveau de la colonne. Et par quoi sont causés les rhumatismes? Alors concernant les rhumatismes inflammatoires et la polyarthrite rhumatoïde, il y a une part héréditaire qu'on ne connaît pas. Il y a plusieurs gènes responsables de la possibilité d'avoir une polyarthrite. Et puis il y a des facteurs environnementaux qui font qu'à un moment donné, on va déclencher une polyarthrite. Le plus connu étant le tabac. Et le tabac peut favoriser l'apparition d'une polyarthrite. Concernant la spondylarthrite, qui est une maladie inflammatoire qui touche la colonne, là il y a un gène qui s'appelle le HLA-B27 qui est préférentiellement présent chez les patients porteurs de cette maladie inflammatoire. Et quels sont les premiers signes qui doivent alerter et pousser à consulter? Alors concernant la spondylarthrite, j'ai mal au dos la nuit,
un sujet jeune, c'est pas normal. Il faut consulter. Concernant la polyarthrite rhumatoïde, si on a les articulations des mains, des genoux, des pieds qui gonflent alors qu'on a 30 ans, c'est pas normal non plus, il faut consulter. Et est-ce que les rhumatismes peuvent prendre des formes graves? Ils peuvent en tout cas entraîner des complications cardiovasculaires. C'est un point sur lequel vous avez insisté. Alors tout à fait. Cette année, on a voulu bien sûr présenter les avancées thérapeutiques et lorsqu'on traite correctement les patients, vraiment ils vont nettement mieux parce qu'on arrive à stopper la maladie avec des nouveaux traitements. Mais effectivement, si la prise en charge n'est pas suffisante ou la maladie plus sévère, il peut y avoir des complications en dehors des articulations. Et cette année, on a voulu mettre l'accent sur les complications cardiovasculaires, car une inflammation systémique entraîne des complications cardiovasculaires type infarctus, etc. Et c'est pour ça que c'est très important de traiter correctement nos patients et enlever l'inflammation. Et comment on les traite justement? Et est-ce qu'il y a des avancées notables également dans les traitements ou les approches de prise en charge? Alors oui, avant on avait les anti-inflammatoires, la cortisone et c'est tout. Maintenant on a des traitements de fond classiques, le méthotrexate, qui a montré qu'il pouvait réduire l'inflammation articulaire, mais également l'inflammation cardiovasculaire. Et pour les patients les plus sévères, on a les biothérapies qui montrent également une réduction et un arrêt de l'inflammation articulaire, mais également une réduction des complications cardiovasculaires, ce qui est quand même un progrès énorme. Une dernière question, est-ce qu'on peut prévenir les rhumatismes? Vous avez parlé tout à l'heure du tabac, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, ce qu'on dit aux patients qui ont dans leur famille un rhumatisme inflammatoire, il y a certains paramètres sur lesquels on ne peut pas jouer, l'hérédité, la génétique, donc ça, on ne peut pas y jouer. Par contre, sur tout ce qui est environnement, en particulier le tabac, il faut stopper, faire de l'exercice physique et avoir une alimentation équilibrée, certainement pas en évitant tel ou tel aliment, mais en préconisant plutôt une alimentation type régime méditerranéen. Et oui, souvent les mêmes recommandations. Merci beaucoup, docteur, pour vos éclairages. Merci. Montons sur le rocher à présent. Vous savez que le lycée Albert Ier est actuellement en travaux. Les rénovations ont duré une année scolaire entière, ce qui contraint les élèves à emprunter provisoirement les locaux de l'ancien collège Charles III à l'Annonciade. 3 mois après, nous vous proposons un premier bilan de l'avancement. Reportage signé Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Cet établissement de 6600 mètres carrés est un ancien couvent construit à partir de 1661. Il est devenu le lycée Albert Ier en 1910. Et bien après de gros travaux en 1960 pour un rehaussement, ce lycée avait besoin de rénovation, notamment en termes d'isolation. Nous faisons une rénovation générale et particulièrement une rénovation thermique du bâtiment. C'est-à-dire que nous enlevons les chaudières gaz pour mettre des pompes à chaleur. Nous installons la double flue dans toutes les salles de classe et nous isolons thermiquement toute l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire toiture, murs, y compris le remplacement de toutes les menuiseries extérieures. On a commencé par démolir toute la terrasse toiture, qui était le plus gros chantier qui nous prend le plus de temps, réaliser tous les percements dans tous les murs pour faire passer tous les réseaux. Et maintenant, c'est en cours on avance étage par étage pour faire passer tous les réseaux de clim, etc. Et on a aussi les façades qui avancent, pareil, en phasage. 274 fenêtres sont en train d'être remplacées, ce qui donnera une bien meilleure isolation. La consommation de chauffage devrait être divisée par 12, ce qui devrait faire une économie d'environ 35 000 € par an. Ça sera un gain en CO2 également. La quantité de gaz à effet de serre produite va passer de 75 tonnes par an à 14 tonnes après travaux. De plus, 158 mètres carrés de panneaux photovoltaïques vont être rajoutés. Rénovation énergétique, mais pas que. Lorsque la décision a été prise de vider le bâtiment pendant une année scolaire, on a élargi le périmètre des travaux. Donc on va rénover par exemple le self, on va rénover le CDI, on va rénover le secrétariat, on va essayer d'améliorer un petit peu partout le confort des usagers. Et notamment aussi, on va rajouter des cloisons acoustiques entre salles de classe, qui va améliorer donc l'acoustique dans les salles de classe. On va remplacer les éclairages et refaire toute une mise en peinture générale. Des travaux particuliers dans ce bâtiment, un véritable patrimoine de la principauté qui a plus de 350 ans. On fait très attention à bien conserver tout ce qu'on peut découvrir, que ce soit les charpents de bois, que ce soit les murs en pierre.
La façade historique, côté musée aussi, on a fait le choix de ne pas faire d'ITE, donc d'isolation thermique par l'extérieur pour conserver la façade. On va faire de l'isolation thermique par l'intérieur. Les travaux ont débuté début juillet, au lendemain des dernières épreuves du bac, et les élèves devraient reprendre possession de leur établissement emblématique à la prochaine rentrée scolaire. La fête nationale approche, un mois tout pile, et avec elle, comme d'habitude, la mairie de Monaco prévoit une large programmation festive pour petits et grands, des spectacles pour les plus jeunes, un concert exceptionnel de Superbus, le groupe mythique des années 2000, les traditionnelles animations au marché, ou encore, et bien sûr, le feu d'artifice, le tout gratuitement pour les monégasques et résidents. Pour récupérer vos invitations, notez bien, ça se passe les 4, 5 et 6 novembre prochains, de 11h à 18h à l'espace Léo Ferré, ou de 9h à 16h en mairie de Monaco, toujours muni de votre justificatif. Et puis, pour connaître tous les détails du programme, rendez-vous sur le site internet de la mairie, www.mairie.mc. Rendez-vous maintenant à l'église Saint-Charles où vient de se refermer la 20e édition du Festival international d'orgue de Monaco. Hier soir, le 4e et dernier concert avait pour thème l'héritage de Bretagne 2.0 avec le trio breton Père Vary Kervarec qui, surprise, connaît déjà bien Monaco. Vous allez comprendre pourquoi dans ce reportage de José Sacré et Arnaud Imbert. À Monaco, chacun se souvient que lors du mariage princier, un trio de musiciens bretons avait joué sur le parvis de l'église Sainte-Dévote au moment de la sortie du cortège. Ce trio, le trio Père Vary Kervarec, était l'invité samedi 18 octobre du dernier concert du 20e Festival international d'orgue de Monaco à l'église Saint-Charles. Tony Dudognon est l'organiste du trio Père Vary Kervarec. Brieux Colleter joue du low whistle, du biniou et de la cornemuse. Écrivain, conteur, chanteur passionné et sonneur primaire bombarde, Père Vary Kervarec est le cœur de ce trio. L'idée, c'est de parler de l'histoire des peuples minoritaires qui, ont un moment en France ou ailleurs en Europe, ont été contraints d'abandonner leur langue et de méconnaître maintenant leur histoire, leur culture. Donc le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens à s'intéresser à leur culture, à leur histoire, à leur langue et surtout les préserver, les transmettre aux futures générations. Ce soir, en fait, on parle un petit peu de différents thèmes qui ont marqué ces peuples-là. Je pense à des départs. On pense là ici, quand je discutais avec des gens à Monaco, des gens qui sont venus pour le travail ici. Voilà, on recense un petit peu beaucoup de départs comme ça pour les Bretons, que ce soit en région parisienne, aux États-Unis, dans le coin de Lyon et tout. Donc on rend hommage à tous ces gens qui ont dû quitter leur pays pour pouvoir nourrir leur famille. Autrement, on parle aussi de ces passeurs de mémoire qui, grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui. Comme vous savez, dans ces cultures minoritaires, tout se transmet via l'oralité. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens avant qui nous ont transmis leur savoir pour à notre tour transmettre aux gens. On a la particularité de jouer que dans les églises, donc c'est vrai que déjà ça attire, on va dire, une niche bien spécifique, parce que déjà de rentrer dans les églises, certaines personnes ne le veulent pas. Ici, la religion est d'État. En Bretagne, c'est vrai qu'il y a eu un grand mouvement avant qu'on appelait Faith Abraise, la foi et la culture, qui a disparu un petit peu, qui essaye de renaître un peu de ses cendres. Et c'est vrai que nous, ce qu'on raconte, c'est entre le culturel et le cultuel. Donc même si qu'on soit croyant ou pas, on est pris en fait par l'histoire de ces pierres, en fait, on fait parler ces pierres. La programmation de tout l'art du cinéma se poursuit. Ce mardi, l'Institut audiovisuel de Monaco projettera le film La Dame du Vendredi, réalisé par Howard Hawks en 1940. Un nouveau chef-d'œuvre du 7e art que nous raconte Vincent Vatrican, interrogé par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. La Dame du Vendredi, c'est le film qui sera projeté prochainement. C'est un film d'Howard Hawks de 1939. Que peut-on dire de ce film? Quelle est l'histoire? Alors, ce film est une adaptation pour le cinéma d'une pièce de théâtre qui s'appelle The Front Page,
qui avait été écrite par Ben Hecht et MacArthur. Ben Hecht qui a longtemps été scénariste de Howard Hawks par la suite. Déjà adapté au cinéma une première fois en 1931. Hawks tombe sur le script de cette pièce, trouve les dialogues absolument formidables, décide de les tester un peu, grandeur nature, et s'aperçoit que les deux personnages principaux étant masculins, s'il change un des personnages et le transforme en personnage féminin, les dialogues sont encore plus savoureux. Donc c'est ce qui va se passer, moyennant évidemment quelques réécritures de scènes et de situations. Et il confie le premier rôle à Cary Grant et le personnage féminin à Rosalind Russell. Donc ça, c'est le contexte du film. Le film se déroule dans le milieu du journalisme. La femme, donc Hildy, en a un peu marre et veut changer de métier. Donc quitte le journal qui est tenu par Cary Grant, qui est son ex-mari, et elle envisage une nouvelle vie avec un futur compagnon qu'elle envisage d'épouser, ce qui rend évidemment Cary Grant fou de jalousie, et il va trouver 1000 prétextes pour la reconquérir. On a dit évidemment que c'est une comédie de remariage, comme c'est un courant qui a beaucoup existé dans le cinéma américain. C'est une comédie, hein, on va rire là. Alors, c'est une comédie et c'est du reste le cycle qui va ponctuer toute la saison. C'est la nouveauté des mardis du cinéma. Désormais, il y aura un cycle autour d'une thématique, d'un acteur, d'un cinéaste, pour lancer l'histoire. On s'est dit pourquoi pas la comédie américaine en quelques films. Donc c'est celui-ci qui inaugure la saison. Et c'est un film que je trouve pour ma part absolument exceptionnel. Allons voir alors justement La Dame du Vendredi. Merci Vincent. Merci Fabien. Hi, Hilton. Welcome back. Your ex-wife is here. Do you want to see her? You come back to work on the paper. If we find we can't get along in a friendly fashion, we'll get married again. What? Look at it. You know what it is? It's an engagement ring. Congratulations again, Mr. Baldwin. Must be some mistake. Oh, you're Bruce Baldwin? Yes. Well, who's he? Who are you? My name's Pete Davis. Well, Mr. Davis, is this any concern of yours? Oh, no. Well, from now on, I thank you to keep your nose out of my affairs. I sort of like him. He's got a lot of charm. That comes by it naturally. His grandfather was a snake. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, ce sera la météo, présentée par Sarah Hinkari. Ensuite, vous retrouverez Yann-Anthony Noguès pour 19h dimanche. Demain, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthier recevra le directeur de l'Université internationale de Monaco, Jean-Philippe Muller. Et à 19h, Christophe Paco vous accueillera pour un nouveau JT. Merci de votre fidélité. Excellente semaine sur Monaco Info et à bientôt. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Après un week-end plutôt gris, malheureusement la tendance ne s'inversera pas cette semaine. Demain lundi, gardez un parapluie à portée de main. Des averses sont attendues tout au long de la journée avec un risque de précipitation de 95%. Côté température, on perd encore quelques degrés, un vrai temps d'automne. Le thermomètre affichera autour de 14 degrés le matin et 17 l'après-midi. Et puisque nous serons le 20 octobre, nous fêterons la Sainte Adeline, un prénom qui évoque la noblesse et la douceur. Très belle soirée à vous sur Monaco Info.
Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.